La crise de la consommation n'est pas qu'une question de pouvoir d'achat. C'est tout notre système de consommation de masse qui ne serait plus tenable. Il doit pourtant être possible d'édifier un nouveau modèle de consommation, un modèle qui permette un compromis entre les exigences de croissance et de rentabilité des entreprises, de satisfaction des besoins des consommateurs et de respect des impératifs du développement durable. Pour cela, il faut quitter la logique de diffusion de masse de produits manufacturés. Il faut tout repenser et aller vers une consommation des effets utiles. C'est ce que nous suggère l'auteur de la nouvelle révolution commerciale. Philippe Moati, bonjour. Bonjour. Philippe Moati, vous venez de publier aux éditions Odile Jacob la nouvelle révolution commerciale. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris Diderot. Vous avez été pendant de très nombreuses années directeur de recherche au Crédoc. Vous êtes affirmé comme l'un des meilleurs spécialistes français du commerce et de la distribution. Et vous êtes aujourd'hui coprésident et fondateur de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation que vous venez de créer avec Robert Rochefort, Nathalie Damry et l'appui du groupe Xerfi. Alors, je vous ai lu très attentivement ce livre qui est très dense et passionnant. Notre modèle de la consommation de masse, vous le dites, est à bout de souffle. Mais ce n'est pas simplement un problème de pouvoir d'achat. Non, parce que les signes d'essoufflement sont bien antérieurs à la problématique de tension sur le pouvoir d'achat des ménages. Un des premiers symptômes qui d'ailleurs m'a alerté sur le sujet, c'est l'érosion de la position des hypermarchés qui commence dès la fin des années 90. On commence à voir des signes d'inquiétude. Oui, d'ailleurs, vous l'aviez annoncé dans un précédent livre. Et effectivement, et au départ d'ailleurs on ne prenait pas tellement au sérieux. Aujourd'hui, tout le monde est acquis à l'idée que les hypermarchés traversent une zone de turbulence très sérieuse, très profonde. On pourrait rajouter que les mêmes symptômes commencent à être perceptibles au niveau des centres commerciaux. Et puis quand on interroge les ménages... Donc tous ces centres commerciaux qui sont développés en province, un petit peu partout. En périphérie des villes, c'est des grands centres commerciaux qui voient leur fréquentation diminuer, le panier moyen qui est en train de se contracter. Donc là aussi, il y a un indice qui est pour l'instant encore assez ténu, mais qu'il faut prendre au sérieux. En fait, ce sont les formes emblématiques de la consommation de masse des 30 Glorieuses qui sont aujourd'hui directement attachées. Et par ailleurs, quand on interroge les ménages sur un peu leur ressenti par rapport à la consommation, on voit un certain désenchantement. Cette consommation qui était promesse d'épanouissement personnel et de bonheur, aujourd'hui on la regarde avec plus de circonscription et on est quelquefois même un peu déçu de ce que la consommation nous apporte. Alors on va y revenir, mais alors le consommateur déserte l'hypermarché, déserte les centres commerciaux, est-ce que ce n'est pas la faute à Internet ? Non, l'Internet, c'est un facteur aggravant. Internet, le commerce électronique né en France à peu près en 1997 commence à prendre une ampleur significative que depuis très peu de temps. Enfin, aujourd'hui, Internet, ça représente à peu près 4% du marché du commerce de détail. Donc c'est spectaculaire, mais on ne peut pas dire que c'est Internet qui aujourd'hui est responsable des maux dont souffre la grande distribution, maux qui se sont manifestés avant. Votre révolution commerciale, ce n'est pas la révolution de l'Internet. Non, Internet va accélérer les choses. Ça va être un ingrédient majeur du commerce qui va se mettre en place, mais ce n'est pas le déclencheur. Les problèmes sont beaucoup plus fondamentaux que ça, malheureusement. Ce n'est pas la technologie. Alors, vous venez de le dire, les phénomènes viennent de loin. On est dans un cycle de consommation et de production, et on est à la fin de ce cycle, vers un nouveau cycle. Alors, quelles sont les causes économiques structurelles qui expliquent les évolutions actuelles ? La grille d'analyse que je développe, c'est de constater que l'histoire du commerce a été ponctuée par des épisodes comme ça de restructuration assez profonde, des révolutions commerciales. Et à peu près systématiquement, ces épisodes de révolution commerciale correspondent à des périodes de mutation de l'environnement du commerce, c'est-à-dire des mutations dans la manière d'organiser la vie économique et la vie en société. Et donc, de même que la grande distribution, celle qui domine encore le paysage commercial, est née dans les années 60, à un moment où se met en place une certaine manière de produire les richesses, c'est-à-dire l'économie industrielle fordienne. Et puis la production de masse. La production de masse. Standardisée avec une logique d'optimisation des coûts à tous les niveaux. Donc du côté de l'économie, on est là. Du côté de la société, c'est le moment où émerge cette fameuse classe moyenne qui aspire à consommer, qui adopte des modes de vie très spécifiques et qui ne se reconnaît pas dans la manière traditionnelle de faire du commerce. Donc la grande distribution a été un produit de l'histoire. Et donc, ce qui m'amène à penser que... C'est le symbole de la distribution de masse qui correspond à la production de masse. C'est la production de masse, c'est la distribution de masse qui fait le lien entre la production de masse dans les usines et la consommation de masse dans les foyers. Ça a été une nécessité historique en quelque sorte, qui a pris des formes différentes selon les pays, les cultures, les contraintes réglementaires, les aspects géographiques propres à chaque pays. Mais dans tous les pays industrialisés, on a vu à peu près la même chose se manifester au même moment.
Or, aujourd'hui, précisément, nous ne sommes plus ni dans une économie industrielle de type fordiste, ni dans une société de modernité avancée, disons, centrée sur la classe moyenne. Les choses ont beaucoup changé, l'économie et la société ont beaucoup changé, là aussi par à-coup. La grande distribution s'était un petit peu endormie, elle n'a pas été vigilante aux transformations de son environnement, sans doute parce que son modèle avait encore du potentiel, donc on ne change pas une recette qui marche, hein. C'est précisément au moment où ce modèle a commencé à s'essouffler de l'intérieur, en quelque sorte, que les acteurs du secteur ont pris conscience que leur environnement avait changé, qu'il est urgent aujourd'hui de retrouver une forme de congruence avec ce qui est devenu l'économie et la société contemporaine. Alors, vous expliquez qu'il n'y a pas que des raisons économiques, il y a aussi des raisons sociétales. La société change, les attentes des consommateurs changent, on est dans une société, comme vous disiez, post-moderne. Alors, expliquez-nous ça. Effectivement, ce qui est le plus frappant pour des distributeurs, c'est les changements sociétaux. Les changements dans la logique de l'économie, c'est quelque chose de plus abstrait. Mais pour eux, au quotidien, ils sont confrontés à des consommateurs qui ont considérablement changé. Alors, donnez quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples très simples. La notion de classe moyenne, qui était donc fondatrice de la grande distribution. La grande distribution, elle avait dans le collimateur de la fameuse ménagère de moins de 50 ans, qui était supposée résumer à elle seule les comportements et les attentes de millions de consommateurs quasi identiques. Eh bien, la structure de la société a profondément évolué, graduellement, ça ne s'est pas fait en un jour, hein, mais au final, le processus d'individualisation, qui est un processus de longue haleine dans la culture occidentale, s'est approfondi, et aujourd'hui, de parler d'une consommation représentative d'une classe moyenne, c'est commettre une grave erreur. Les modèles de consommation se sont beaucoup individualisés, et donc les consommateurs, pour le dire brièvement, n'ont pas envie de consommer comme leurs voisins, on a des attentes spécifiques. Donc là, on est toujours dans cette idée de démassification. Ce que vous mettez en valeur, ce n'est pas l'idée de fin de la classe moyenne, c'est la fin du comportement grégaire où tout le monde consomme de la même manière. Entendons-nous bien, classe moyenne, il y aura toujours une classe moyenne d'un point de vue économique. C'est des gens qui sont entre les riches et les pauvres, ça c'est une tautologie. J'évoque la notion de classe moyenne sur un plan sociologique, au sens où il y aurait homogénéité des visions du monde, des modes de vie, des aspirations, des opinions, etc. On n'en est plus là, ce grand magma est devenu très hétérogène. J'ajouterais que par rapport à la période d'émergence de la grande distribution, les ménages se sont fortement enrichis, même si aujourd'hui on parle beaucoup de crise du pouvoir d'achat, mais en tendance longue, nous nous sommes beaucoup enrichis, et donc nos besoins ont évolué, alors que nos besoins étaient relativement basiques au moment où la grande distribution est apparue, et donc on lui était redevable de rendre accessibles les produits du quotidien, les biens d'équipement ménager, etc. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Tous ces produits font partie c'est un acquis, si vous voulez. Et ce qui va déclencher l'envie de consommer chez les consommateurs aujourd'hui, c'est pas de mettre en avant des produits du quotidien à un prix cassé, c'est d'être capable d'aborder la dimension socio-psychologique de la consommation. Et là, les recettes à gros sabots, j'ai envie de dire, de la grande distribution sont plus en phase. Alors, les industriels ont fait consommer des symboles, des marques. Consommer des symboles, des marques, comprendre que la consommation, ça participe de la construction de l'individu, que ça lui permet d'exprimer qui il est. Mais là aussi, on va assister à un phénomène d'individualisation. Bien entendu, plus on va rentrer dans la dimension subjective de la consommation, plus la consommation s'individualise, c'est naturel. D'accord. Alors, phénomènes sociétaux, phénomène de la modernité, vous dites l'acte 1 de la révolution commerciale, c'est la mise en place d'un commerce de précision qui correspond bien à cette évolution vers l'individualisation. Qu'est-ce que vous appelez exactement commerce de précision ? Avant de vous répondre, je dirais que fondamentalement, ce qui se passe dans la grande distribution, c'est que devant un modèle qui montre des signes d'épuisement, on remet un peu le modèle sur la table et on se demande qu'est-ce qu'il faut changer. Et en fait, le monde du commerce est en train de vivre les mêmes mutations que l'ensemble du système économique, dans un contexte de concurrence qui se renforce et de difficulté à obtenir des résultats en termes de rentabilité à la hauteur des objectifs. On réalise l'importance qu'il y a à faire attention à sa clientèle. C'est un véritable actif qu'on avait un peu laissé en jachère. Et donc, le commerce, et notamment la grande distribution, est en train, à son tour, l'industrie avait déjà engagé le mouvement depuis longtemps, elle est en train de s'orienter client, c'est-à-dire de mettre le client comme point de départ de sa réflexion stratégique, sachant que, historiquement, la grande distribution est très orientée produit. C'est-à-dire qu'on pousse le produit. C'est ça, on allait chercher le produit de l'usine et on l'amenait vers le consommateur. D'ailleurs, le maillon fort d'une entreprise de grande distribution, c'est la centrale d'achat, de manière très représentative. C'est là qu'est le pouvoir. Donc, il va falloir apprendre à partir du client, c'est-à-dire à penser à l'envers ou à l'endroit. Au moment même où on dispose, où la technologie nous permet de disposer davantage d'informations, d'énormes informations sur le client. Exactement, et donc la technologie clé du capitalisme contemporain, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, donnent aujourd'hui des moyens extraordinaires, inédits, d'une connaissance microscopique de la demande. Donc précisément au moment où nos distributeurs s'intéressent enfin à leurs clients, ils disposent de moyens qui leur permettent de constater effectivement cette hétérogénéité de la demande dont je parlais tout à l'heure. Donc du coup, on prend conscience qu'une approche massive, holistique, c'est-à-dire globale des
consommateurs n'est pas adaptée. Et on se met à se dire, si je veux gagner en pertinence face à mes concurrents, si je veux capter l'attention de consommateurs globalement repus, si je veux les fidéliser, si je veux les amener à dépenser beaucoup chez moi, qui est un autre modèle économique sans arrêt plus de clients, eh bien il faut que je sois pertinent dans la réponse que j'apporte aux attentes des consommateurs. Et donc, je vais arrêter de parler d'une seule voix. Mais est-ce que ça va aller jusqu'à des réponses individualisées aux demandes du consommateur ? Éventuellement. C'est complètement contradictoire quand même avec l'idée d'industrialisation de la production. Non, parce que vous savez bien que déjà dans l'industrie, grâce là aussi aux nouvelles technologies, on est capable aujourd'hui de concilier une logique une productivité associée à une production de masse avec une individualisation de la réponse au consommateur. C'est un des paradigmes du capitalisme contemporain, cette capacité à faire du sur-mesure de masse. Alors je ne sais pas si la distribution ira jusqu'à faire du sur-mesure, mais en tout cas ce qui est symptomatique, c'est cette émergence de concepts dits de précision où finalement un distributeur, à travers une enseigne, un format, cherche à capter une cible particulière de consommateurs, catégorie socio-professionnelle, une tranche de revenus, plutôt un style de vie ou une catégorie d'attente, parce que nous sommes tous pluriels, et conçoit un concept global, c'est-à-dire une offre produit, un format de magasin, une localisation, une enseigne, une communication sur l'enseigne, avec tout ce que ça peut véhiculer d'images symboliques, tout ça dédié à la réponse précise aux attentes de cette cible en particulier. Et donc là où on avait un commerce structuré autour de grands concepts holistique, c'est-à-dire à la fois généraliste en termes de produits, mais surtout s'adressant à tout le monde sur le même ton, eh bien on voit que le commerce est en train de se transformer sous nos yeux comme une sorte d'accumulation à millefeuilles de concepts qui rayonnent beaucoup moins, mais qui sont plus profonds en quelque sorte. J'ai appelé ça dans mon précédent bouquin le passage à une croissance intensive. On passait d'une croissance extensive à une croissance intensive, un traitement en profondeur des marchés. Alors vous allez même beaucoup plus loin puisque vous dites que vous laissez entendre que les distributeurs doivent être capables de répondre aux attentes des consommateurs dans leur diversité, dans leur complexité, voire dans leur volatilité. Absolument, absolument. Le fait que les ressorts socio-psychologiques aujourd'hui dominent les motivations d'achat fait que la demande est extrêmement versatile. On le voit d'un niveau agrégé. Regardez d'un mois sur l'autre les chiffres de la consommation des ménages, comment on assiste à des fluctuations inédites. Et quand on regarde dans le contenu de cette consommation, pas seulement en masse, mais comment le budget se répartit par type de produit ou variété à l'intérieur des catégories de produits, la volatilité est extrême, ce qui impose du côté des distributeurs là aussi un pilotage de précision, en quelque sorte, du métier de commerçant. Mais ce commerce de précision, c'est un commerce hyper segmenté, voire un commerce de niche. Oui, moi j'aime bien dire que dans l'avenir, les marchés de masse, ça sera une addition de marchés de niche, quoi. Et je crois que les distributeurs qui avaient du mal On a déjà une évolution vers ce commerce très segmenté de niche. Vous en citez beaucoup d'exemples d'ailleurs dans le livre. Mais de manière très symptomatique. Prenons un groupe comme Carrefour, qui est quand même vraiment symptomatique de la grande distribution de masse. Carrefour, pendant très longtemps, ne jurait que par l'hypermarché. Carrefour a récupéré des commerces de proximité lors de l'acquisition de Promodès, mais enfin c'était dans la corbeille, on l'avait pas désiré en tant que tel. Regardez aujourd'hui comment se décline la marque Carrefour. Regardez en ville, vous avez en ville, dans des concepts urbains, vous avez Carrefour Market, sur le format supérette, qui est pourtant un format homogène en termes de surface et de localisation. Vous avez Carrefour City, Carrefour Contact, Carrefour Montagne, Carrefour City Café. Donc vous voyez une déclinaison d'un même format de magasin, à chaque fois avec la perspective d'apporter une réponse spécifique à des attentes bien délimitées de consommateurs. Et la segmentation ne se fait plus simplement par catégorie socio-professionnelle, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça renvoie aux évolutions sociétales lourdes. Lire la société contemporaine simplement par un découpage en grandes classes sociales fondées sur des critères sociodémographiques usuels est complètement insuffisant. Aujourd'hui, tous les hommes de marketing le savent. On est sur le processus d'individualisation dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait que les facteurs socio-psychologiques l'emportent sur les facteurs objectifs contribue à rendre les choses beaucoup plus compliquées que ça, à tel point d'ailleurs que certains se demandent si on peut encore pratiquer des stratégies de segmentation. Peut-être faut-il essayer de parler à chaque individu de manière singulière. Alors, vous évoquez longuement la dimension déceptive de la consommation quantitative, c'est-à-dire accumuler des produits dont l'obsolescence et l'usure est accélérée. Tout cela provoque des déceptions. Et puis, ça bute contre les limites écologiques. Absolument. Donc là effectivement, on parlait de dépassement du modèle de consommation de masse au début de cet entretien. Là, on est au cœur du sujet. Plusieurs facteurs se conjuguent aujourd'hui. D'une manière générale, je pense que
l'argument idéologique selon lequel il faut travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus, pour être plus heureux, enfin, cette association qu'il y a depuis très longtemps entre la plus croissance de marchandises ne rend plus heureux. Voilà, absolument. Et aujourd'hui, c'est quasiment démontré par l'économie du bonheur, cette branche nouvelle de l'analyse économique qui nous montre, qui le démontre même statistiquement, que sur le temps long, l'accroissement du niveau de revenu et du niveau de consommation ne s'est pas accompagné d'une élévation parallèle du sentiment de bien-être subjectif des populations. Donc ce que l'analyse montre, j'ai l'impression que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à le ressentir, effectivement. Nous consommons de plus en plus vite. Est-ce qu'on est pour autant plus heureux? C'est pas sûr. Surtout qu'en parallèle, on est en train de prendre conscience, chaque jour davantage, de la face sombre de la consommation. Et j'ai besoin de rappeler l'épisode de la vache folle, plus proche de nous, le Mediator, ou la découverte du fait que dans les cosmétiques, des produits qui sont supposés nous rendre plus beaux, il peut y avoir des substances nocives, cancérigènes, etc. Chaque jour, on nous apprend, la semaine dernière encore, que certains médicaments pris à haute dose peuvent encourager le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc ces produits que le marketing nous présente comme étant au service du consommateur pour améliorer sa qualité de vie, chaque jour on se rend compte qu'ils comportent aussi une face sombre, que de toute façon ils sont élaborés, mis sur le marché, vendus par des acteurs dont les intérêts ne sont pas forcément en coïncidence avec ceux des consommateurs, car ce sont des entreprises cotées en bourse dont la principale motivation c'est le profit. Tout ça est en train de faire une mayonnaise assez malsaine d'ailleurs dans l'esprit des consommateurs qui les amène à prendre un peu de distance par rapport à la société de consommation. Alors les plus radicaux, du coup, vont renouer avec la critique qu'on avait un peu oubliée de la société de consommation et s'en détacher. Ce sont les décroissants. Et là, ils ont un argument supplémentaire massu, le développement durable. C'est que ce modèle de consommation poussé à son terme et exporté vers les pays émergents est absolument intenable sur le long terme. Donc vous avez des militants qui ont un discours très construit autour de ça et verdi par l'argument du développement durable et qui se mettent en position d'opposition par rapport à la consommation de masse et qui prônent la décroissance et la déconsommation. Mais ça, c'est encore aujourd'hui un groupuscule qui prend la parole et qu'on entend. Alors, votre préconisation, c'est de passer de l'accumulation de produits manufacturés à obsolescence rapide, à usure rapide, à la vente d'accès à des solutions, en quelque sorte. Oui, voilà. Moi, je ne crois pas à la solution de la décroissance. D'abord parce que ce qu'on voit aujourd'hui de l'opinion publique, c'est que ça ne séduit pas le plus grand nombre. Je pense que les valeurs de l'hyperconsommation sont encore très ancrées dans l'opinion publique. Il y a encore une envie de consommer. Simplement, c'est une envie de consommer différemment, autrement. Et par ailleurs, la contrainte de pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est resserré pour les ménages. Et donc, il faut arriver à faire en sorte d'optimiser la productivité de chaque euro dépensé. Donc comment arriver à satisfaire tout ça? Donc continuer à permettre aux ménages de consommer parce que la consommation ça compte dans la culture occidentale. Comment permettre aux entreprises de faire du business? Parce que malgré tout, sans croissance, on connaît pas, on n'arrive pas à imaginer, peut-être que là c'est l'économiste qui est trop obtus, mais je n'arrive pas à imaginer un capitalisme sans croissance. Donc il faut que les entreprises aient des perspectives de croissance et de rentabilité, c'est normal. Mais tout ça, il faut qu'on arrive à le concilier avec l'enjeu du développement durable qui aujourd'hui s'impose à nous et avec une certaine urgence. Le temps passe, on est préoccupé par la crise financière, mais le chronomètre continue de tourner pour les enjeux du développement durable. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Une manière très simple, très simple. Une des pistes de réflexion pour essayer de concilier ce qui semble a priori inconciliable, c'est de passer d'une économie de la quantité à une économie de la qualité. Passer d'une économie qui est centrée sur les moyens, les produits, à une économie qui est concentrée sur les fins, satisfaire les besoins, offrir des effets utiles, résoudre les problèmes des gens. Et si on fait ce déplacement de curseur, ce qui engendre l'élaboration de nouveaux modèles économiques, alors peut-être qu'effectivement on arrivera à concilier croissance, satisfaction des besoins et respect des enjeux écologiques. Alors, aller vers les effets utiles, mais il va falloir que vous nous définissiez ce que c'est qu'un effet utile, c'est aller vers une économie servicielle. C'est-à-dire qu'un produit n'est plus simplement un produit manufacturé, ça comprend un produit matériel et des éléments immatériels et des éléments de service. Expliquez-nous cette notion qui est centrale dans votre pensée d'effet utile. C'est très simple, c'est simplement réaliser, mais chacun peut faire l'analyse à son niveau comme consommateur. Nous n'achetons jamais un produit pour lui-même. J'achète une montre, ce n'est pas une montre que j'achète. J'achète l'anticipation d'effets utiles que j'obtiendrai lors de la consommation de ce produit. Donc, alors donnez des exemples sur la montre. Voilà, sur la montre, c'est très clair. Pour ça sert à quoi une montre aujourd'hui? Oui, non, mais je prends cet exemple volontairement parce qu'on pourrait dire l'effet utile d'une montre, c'est de donner l'heure. Effectivement, c'est sa raison d'être. On n'achète pas une montre pour avoir l'heure. Mais il y a beaucoup de gens qui, si c'était que ça, on achèterait des montres à 1 €. On est bien d'accord. Donc la plupart des gens mettent beaucoup plus dans la montre, ce qui veut dire qu'il y a d'autres effets utiles attendus d'une montre. Certains, je crois, considèrent que afficher à leur poignet une montre
montre d'une certaine valeur témoigne de leur réussite sociale, et que s'ils n'ont pas cette capacité à montrer cette belle montre, ils auraient raté leur vie. Bon, voilà. C'est off. Nous ne citerons pas de marque ici. Non, voilà. Voilà, donc pour vous dire que les effets utiles peuvent être des effets strictement fonctionnels, il ne s'agit pas de revenir à une consommation basique, ça peut être aussi évidemment des effets utiles d'ordre symbolique et immatériel. Les effets utiles peuvent être des effets utiles pour moi, je ne sais pas, manger une pomme, c'est un effet utile pour moi, le plaisir de manger la pomme, mais ça peut être aussi manger une pomme bio et donc avoir le sentiment de générer des effets utiles pour la planète. Donc la notion d'effet utile est extrêmement large. Ça veut dire simplement que le produit n'est pas la finalité de la consommation. La finalité de la consommation, c'est ce qu'on va tirer de la consommation du produit. Donc si on déplace le curseur du produit vers ses effets utiles... On va tirer de la consommation du produit dans toute sa durée de vie. Évidemment, dans toute sa durée de vie. Dans sa qualité, dans les services apportés. Exactement. Or, force est de constater que toute l'organisation de l'économie qui est héritée du capitalisme industriel fordien est complètement centrée sur le produit, sur l'acte d'achat et non pas sur la consommation. Donc l'enjeu, c'est de déplacer le curseur, passer du produit aux effets utiles ou aux solutions aux problèmes et de la transaction vers la consommation. Et là, ça implique des modèles économiques en rupture par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il faut partir des attentes du consommateur. Bien sûr. L'attente du consommateur, c'est la qualité et c'est la mise en œuvre du produit dans tous ses effets utiles, c'est-à-dire les services intégrés. Alors on arrive à une économie où à la fois il y a une production manufacturée, qui on le sait, dans les produits manufacturés de plus en plus délocalisés, notamment en Extrême-Orient, et toute une série de services qui sont ici. Et ces services et ces produits manufacturés, il va falloir les intégrer. Ni les distributeurs, ni les industriels ne sont préparés à ça. Comment va-t-on faire pour réunir ces services très différents, ces produits qui peuvent être très différents, pour apporter une solution? Et c'est déjà en train de se faire sous nos yeux. En réalité, l'architecture des marchés est déjà en train d'évoluer. Beaucoup d'acteurs de l'économie, que ce soit des industriels, des distributeurs, les plus avancés d'entre eux en tout cas, ou même des énergéticiens, des banquiers, un peu partout dans l'économie, à mesure qu'on s'oriente client, qu'on met le client au point de départ de la réflexion stratégique, on prend conscience effectivement que le client il cherche des effets utiles, il cherche des solutions. Donc la démarche classique qui consiste à aller voir un client avec un produit, parce qu'on a une logique industrielle, donc on est spécialisé sur une méthode de production, une compétence technologique, etc. Donc juste un produit à proposer, ça ne colle pas, parce que la plupart des problèmes de consommation qu'on doit résoudre pour un client nécessitent de combiner un ensemble de biens et de services complémentaires dans l'usage. Donc les acteurs qui avancent dans cette direction servicielle, ils passent du produit au bouquet. Ils élaborent des bouquets qui consistent à intégrer des biens et des services complémentaires dans l'usage. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple concret de bouquet? Prenez un exemple d'actualité. Quand on vous offre Autolib à Paris, c'est tout à fait expérimental aujourd'hui. D'abord, vous remarquerez qu'on est complètement dans l'économie des effets utiles, on ne vend plus la voiture. On a compris que ce qui est important, c'est pas la voiture. On donne l'accès à la voiture. Non, on donne la mobilité. La mobilité. Mieux. Oui, les effets utiles associés à la voiture, c'est la mobilité automobile. Donc là, on vous offre directement les effets utiles sans passer par la cession d'un droit de propriété sur le moyen d'obtenir les effets utiles. Donc là, on est vraiment dans un stade avancé de ces modèles serviciels. Mais pour que ça fonctionne, il faut un bouquet intégré, parce que mine de rien, il faut les voitures, bien entendu. D'ailleurs, au passage, des voitures qui ne sont pas conçues comme celles qu'on vend dans une concession en pleine propriété. Parce que la rentabilité de l'opérateur va dépendre de la durabilité de la voiture, de la facilité avec laquelle on pourra assurer sa maintenance. Donc vous voyez que si on fait le rapport... La qualité joue un rôle très très important dans ce cas. Elle est internalisée dans le modèle économique, ce qui veut dire que le rapport effet utile produit pour la société sur matières premières consommées pour les obtenir, c'est un rapport optimisé. C'est en ça que ce modèle est vertueux sur le plan environnemental. Mais revenons au bouquet. Pour offrir ce service de mobilité, il faut une voiture, il faut l'assurer, même si c'est invisible pour le consommateur, il faut de l'entretien, il faut tout un système d'emplacement de stationnement, en plus avec les moteurs électriques, il faut tout un système de recharge d'électricité de la voiture, il faut un système d'information pour savoir où se trouvent les voitures en temps réel, etc. Vous voyez la quantité... Alors, il faut toute une série de produits, des automobiles, de l'assurance, des produits et des services extrêmement différents. Complètement hétérogènes. Les acteurs actuels dans notre économie ne sont pas capables de fournir à eux seuls tout ce bouquet. Donc on a besoin de faire, on voit émerger une nouvelle catégorie d'acteurs à mesure que ce genre de logique se diffuse dans l'économie. Moi je les appelle des intégrateurs. Ce sont des gens qui sont doublement intégrateurs, si j'ose dire. Ils intègrent pour le client des biens et des services complémentaires dans l'usage, l'exemple que je viens de prendre pour Autolib,
Et une manière un peu cachée pour le consommateur, pour le client, ils intègrent des compétences complémentaires. Parce qu'effectivement, aucun acteur dans l'économie est capable d'être excellent en matière d'assurance, d'entretien, de système d'information et de recharge des batteries. Ça renvoie à des métiers, des technologies tellement différentes. En dehors de l'exemple de l'Autolib, est-ce qu'on voit déjà des exemples concrets de distributeurs ou d'industriels qui se transformeraient en intégrateurs? Oui, je vais prendre un exemple ancien maintenant. Regardez l'évolution du monde de la banque et de l'assurance. Vous aviez deux secteurs étanches, la banque et l'assurance, même si de loin ça semble assez proche, en termes de métier, c'est des compétences très, très distinctes. Mais déjà depuis une quinzaine d'années, on a vu monter en puissance la banque assurance ou l'assurance finance d'ailleurs, on peut le prendre des deux côtés. C'est-à-dire des banquiers qui ont compris qu'ils pouvaient gagner en pertinence et trouver de nouveaux leviers de rentabilité s'ils prenaient en charge globalement le patrimoine ou la protection du patrimoine de leurs clients. Voilà un exemple ancien déjà de constitution de bouquets qui contribue à faire tomber les frontières entre deux secteurs d'activité. Où on assemble toute une série de services. On va se mettre à assembler des choses qui étaient tenues séparées jusqu'à maintenant, à condition, la condition de réalisation de ce genre de choses, c'est qu'il y ait un bénéfice pour le client, évidemment. Donc quelque part, il faut qu'en intégrant des choses qui étaient jusque-là séparées, on réalise ce que j'appelle moi des économies d'intégration, qui fait que le client trouve intéressant de s'adresser à un seul prestataire plutôt qu'autoproduire les solutions en allant chercher à droite et à gauche les différents éléments dont il a besoin pour résoudre un problème. Mais face à cette révolution que vous préconisez ou que vous entrevoyez, on a un paysage commercial qui est installé avec des groupes puissants, des réseaux de distribution. Qu'est-ce qui va se passer et comment les acteurs en place voient ces évolutions ? D'abord, eh bien que les exemples qu'on vient de prendre montrent que les frontières sectorielles sont en train de tomber et que jusqu'aujourd'hui... Tout le monde fait tout d'ailleurs. Tout le monde fait tout. Tout le monde distribue tout. Les distributeurs ont l'habitude de considérer que leurs concurrents, ce sont d'autres distributeurs. Depuis peu, se sont dit ça peut être aussi des distributeurs qui viennent d'Internet. Là, ils font un peu plus peur parce qu'on les connaît moins. Mais en réalité, à travers ce que je viens de vous dire, comprenez bien que les concurrents des distributeurs demain, ça peut être des industriels. Regardez comment Nestlé a pris l'habitude de construire des solutions globales qu'il vend directement aux clients sans passer par la case... commerce, les banquiers, les assureurs. Il y a une grande enseigne de produits de bricolage dont un des représentants me dit récemment qu'ils avaient du mal à vendre des produits, des alarmes. Ils vendent plus d'alarmes dans leur magasin. Pourquoi ? Parce que vous avez des assureurs qui vous vendent des solutions sécurité de la maison et dans le package. Voire des banquiers. Voire des banquiers, absolument. Et dans le bouquet, on vous installe, sans d'ailleurs vous la vendre, vous accédez à cette ressource, on vous installe un système d'alarme à domicile. Plus besoin d'aller chez Bricorama ou chez Leroy Merlin acheter une alarme. Donc les distributeurs vont devoir apprendre à partager cette mission de satisfaction des besoins des clients avec d'autres acteurs qui viennent de toute l'économie, de tous les secteurs de l'économie. Donc décloisonnement. Ensuite, autre problème, est-ce que la forme dominante du commerce tel qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire on met des produits dans un magasin, et si possible un grand magasin qu'on va implanter en périphérie des villes, est-ce que cette manière de penser le commerce est encore adaptée à ce qu'on vient de se décrire ? Non, on le voit bien. D'abord, il y a l'Internet qui change complètement la donne, dans la mesure où on est dans une logique servicielle, de rendre service à ses clients. On n'est plus dans une transaction ponctuelle où le client vient chercher un produit contre de l'argent. On a besoin d'établir un dialogue où le client exprime son besoin, où le vendeur essaye de faire un diagnostic. Et après, on va apporter une solution qui peut s'étaler dans le temps. Donc, on a besoin de tisser une relation qui est dense, épaisse et durable. On voit bien le rôle qu'Internet peut tenir là-dedans. Bien au-delà du e-commerce, ce n'est pas seulement de vendre en ligne des produits qu'on pourrait vendre en magasin. Avec Internet, on va tisser une relation durable et profonde avec le consommateur qui va s'exprimer sur Internet et qui pourra être prolongée selon d'autres modes de contact, le téléphone, le magasin, mais un magasin qui sera sans doute plutôt un showroom ou un espace de démonstration, ou alors une agence à proximité pour résoudre des problèmes quand ils se présentent. Donc c'est toute notre conception de l'appareil commercial physique comme des sortes d'entrepôts pour stocker des produits, pour les mettre à disposition des consommateurs. C'est toute cette vision-là qui structure encore très fortement le commerce, qui est en train d'être un peu caduque et qui risque de poser des problèmes pour les territoires, parce que qu'est-ce qu'on va faire de tous ces magasins qui ne seront Alors justement, c'était, Philippe Moretti, c'est ma toute dernière question auquel je vous demande de répondre brièvement. On a évoqué au tout départ de cet entretien le fait que la grande distribution classique, les hypermarchés, les centres commerciaux butent maintenant devant un obstacle. Quel est le degré de prise de conscience qu'ils ont, que ces acteurs ont, des évolutions que vous décrivez ? En quelques mots. Très inégal. Le commerce, peut-être plus encore que les autres secteurs d'activité, c'est un secteur du très court terme, de l'archi court terme. L'année, c'est déjà un horizon temporel important. Donc ils ont quand même beaucoup de mal à se projeter sur les évolutions que je décris, c'est pour les 20 ou 30 prochaines années, on est bien d'accord. Mais c'est tellement radical comme mutation que c'est des choses qui se préparent
dès aujourd'hui, sinon on ne sera pas au rendez-vous. Donc j'ai envie de dire que malheureusement, je crois que les distributeurs, les grandes entreprises de distribution, dans leur ensemble, comprennent aujourd'hui, j'ai fait récemment une enquête pour savoir leur représentation de l'avenir, je crois qu'on peut dire qu'ils comprennent que leur modèle est arrivé un petit peu au bout de souffle, qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se tramer, qu'il va falloir changer en profondeur. Je ne suis pas sûr qu'ils aient compris quel est réellement le sens de l'histoire et l'ampleur des adaptations qu'ils vont devoir consentir. Ce n'est pas un petit lifting, pour prendre un exemple, ce n'est pas en faisant Carrefour Planète qu'on va sauver l'hypermarché. C'est beaucoup plus fondamental que ça. C'est une révolution commerciale, donc il faut qu'ils lisent la nouvelle révolution commerciale. Absolument. Philippe Moati, merci. Merci à vous.